Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie d'épisode avec Marine Manard. Neuropsychologue et fondatrice du magazine Parentalité sans tabou, au travers duquel elle nous partage de nombreuses ressources, y compris de la vulgarisation d'articles et de recherches scientifiques. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc on en était sur les réactions un peu automatiques que tu peux avoir avec Enzo. D'abord, tu pars du principe que c'est jamais sa faute. Mm-hmm. Effectivement, que ça peut être... C'est un tort partagé d'office, en fait, quelque part, par défaut. Comme quand j'ai une discussion avec un ami, mon conjoint, n'importe qui. Je veux dire, si on se prend la tête avec quelqu'un, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein. Il y a un problème dans la communication. Tout à fait. Donc, effectivement, je ne le vois pas... effectivement. Je ne le vois pas comme le fautif qui cherche à me dominer ou à m'agacer ou que sais-je. C'est normalement tout le contraire chez un enfant. Hein. Il cherche, c'est pas son but premier de se mettre à dos la personne qui est censée le maintenir en vie. Exactement. Évolutivement, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, après, voilà. Et alors, on a parlé du matin où il y a effectivement, ça génère beaucoup de stress, mais ça, je pense que c'est quelque chose de tellement général chez tous les parents. Du fait aussi que tu peux te surprendre à répéter à plusieurs reprises parce que tout simplement Enzo est en train de jouer, il est dans son monde, dans sa bulle et puis il t'a pas entendu. Il y a d'autres moments à l'image de cela où tu peux déraper, pas coller à l'image que je réfléchis. La maman que tu souhaites Alors, être. Vraiment, en question routine, c'est vraiment ces moments-là, je vais dire, les moments où on sent qu'on n'arrive pas à communiquer et du coup on s'énerve. Si bien lui que moi, hein, parfois. Ouais. Y a une anecdote, mais ça a été très isolé et après on a su comprendre ce qui se passait et du coup on a mis en place d'autres choses où en fait il n'arrivait pas à réguler sa joie. Alors on donne souvent des pistes pour réguler les émotions comme la colère, la tristesse, la peur, c'est cool, c'est très bien parce que c'est des émotions qui sont pas spécialement agréables, mais la joie, c'est vrai que c'est un truc pour le coup où tu te dis pas que c'est un truc qu'il faut réguler quoi. Tu te dis c'est cool la joie, c'est génial, le gamin il est content quoi. Sauf que ça peut être très fort. Ouais, ça peut être très fort. Et quand tu es dans un magasin de vêtements et qu'il est tellement content d'être dans le magasin de vêtements qu'il court dans tous les sens à lancer limite les vêtements qu'il trouve sur les étagères en feu d'artifice, tu te dis wow, attends, ça va pas parce qu'il n'était jamais. Enfin, je veux dire, je sors partout, on va partout avec, on n'a jamais eu de problème particulier vraiment de cet ordre-là. Et là, ça a été le carnage dans le magasin, donc et à un moment donné tu cherches à mettre un stop en fait, et il n'y avait pas moyen de stopper, il était vraiment dans un état d'exaltation suprême, si bien qu'on a dû sortir du magasin. Au final on a payé, on est sorti parce que c'était plus possible quoi. Évidemment ça s'est transformé en colère pour lui parce qu'il a été très frustré. Et donc là on s'est assis sur un banc, je me rappellerai, devant le magasin en disant écoute là il faut qu'on parle, il faut que je comprenne ce qui se passe, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe. On prend le temps qu'il faut, mais il va falloir que tu m'expliques ce qui se passe. Quoi. Et donc, en fait, il a su verbaliser petit à petit en disant qu'il était très frustré parce qu'il était très content et qu'on lui avait coupé sa joie. Et que, alors, du coup, c'est à nous aussi de lui expliquer que quand il est super joyeux, il peut pas non plus avoir tous les comportements. C'est comme quand il est en colère. Toutes les émotions sont acceptées, mais pas tous les comportements. Bien et sûr. Que, balancer tout ce qu'il trouve, les lancer en l'air tellement il est heureux, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, on a trouvé des astuces. Quand il est très très heureux comme ça et qu'on est à la maison, on a un timer, je sais pas si tu vois ce que c'est une petite horloge que tu tournes, alors tu vois le temps défiler. On met 5 ou 10 minutes selon le temps qu'on a pour faire les foufous, et alors on se fait des câlins, on se court après, on fait les dingues comme ça dans sa chambre, dans les coussins. Ouais, ça permet de sortir l'énergie. Voilà, c'est ça. Et puis on part cool. Et si on est à l'extérieur, on essaie de se trouver un coin calme, en tout cas isolé, pour essayer de canaliser ça, d'expliquer ce qui se passe. Et on jauge si on sort dans le calme pour aller exprimer notre joie dehors dans un endroit ok,
ou s'il y a moyen de finir ce qu'on a à faire, quoi. Mais voilà. Oui, et c'est peu commun d'avoir des anecdotes comme ça qui tournent autour de la joie. Souvent, effectivement, quand tu parles avec d'autres parents, c'est plutôt des émotions désagréables qui arrivent en premier lieu. Oui. Mais c'est hyper intéressant parce que effectivement, de toute façon, qu'on soit sur une émotion dite agréable ou désagréable, le phénomène est le même. On part de toute façon d'un stress. Bien sûr. Et donc, à partir du moment où l'intensité est forte, forcément, c'est difficile pour nos enfants de le gérer, que ce soit positif ou négatif, quoi. Tout à fait. Effectivement, ça a dû être assez déroutant. Oui, ça a été très très surprenant, parce qu'en plus c'est pas la première fois qu'on allait dans ce magasin, donc je veux dire c'est pas un truc, on n'était pas dans un magasin de jouets, c'était un magasin de fringues, enfin rien de ouf, quoi. Mais voilà, et là tu te retrouves, tu es dépassé, quoi. Tu sais pas du tout, t'arrives pas à l'attraper, tu as l'impression que t'as une anguille qui te glisse dans les doigts. Alors après, bon, t'as évidemment en plus le regard des gens qui se retournent. Bon, après, bon, j'arrive à me détacher assez bien de ça, mais je peux très bien comprendre que ce soit difficile de s'en détacher. Bien sûr. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, bah, tu le coupes quand même dans sa joie en disant ok, maintenant stop, c'est plus possible, on arrête. Mais du coup, bah, tu as le volte-face avec roulage au sol et hurlement de colère, quoi. Ce que je comprends, parce que lui, il comprend pas non plus que je lui dise d'arrêter d'être joyeux, quoi. Ça n'a pas de sens, quelque part. Donc c'était très triste, en fait, comme situation pour lui, parce qu'il était super heureux, et je lui dis, stop, tu peux pas faire ça en étant heureux, quoi. Et moi, je ne comprenais pas qu'il était heureux, quelque part, parce qu'il n'avait pas non plus un comportement... c'était désorganisé, en fait, comme comportement. Tu vois, c'était pas affiché qu'il était heureux, quoi. Mais bon, voilà. Donc, c'est une anecdote. Après, voilà, comme je te dis, on a pu identifier, comprendre et réguler le truc et trouver des stratégies qui fonctionnent pour le moment, qu'on fera peut-être évoluer par la suite s'il y a besoin de faire évoluer, évidemment. S'il y a besoin. Mais donc, c'est pas un truc très, très reproductible. Mais c'est vrai que ça m'a marqué, quoi. Couper la joie de mon fils, quelque part, ça a été difficile. Bah oui, j'entends. C'est effectivement, c'est pas commun et c'est pas évident parce que couper sa joie a signifié lui apporter effectivement de la tristesse et de la colère. Et du coup, se dire qu'on est à l'origine de ces émotions-là, c'est lourd, quoi. Oui, ça n'a pas été simple. Alors après, bah voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit qui peut communiquer et avec qui on a beaucoup travaillé les émotions depuis qu'il est tout donc petit. il verbalise. Donc voilà, on arrive à bien travailler ça. On est resté peut-être une demi-heure là sur ce banc devant le magasin, essayer de comprendre et d'expliquer, de rationaliser un peu le truc. Donc ça a pu apaiser tout le monde quelque part, lui, moi, et voilà. Mais c'est vrai que c'est spécial. Comme je trouve que c'est une anecdote qui est assez amusante parce que depuis que j'en parle, j'ai des parents qui me disent ah mais oui en fait on a déjà eu ça, mais on n'avait pas capté que c'était peut-être de la joie en fait. Parce qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé et puis il s'est retrouvé au sol en train de hurler on n'a pas compris, c'était l'exorciste, mais voilà. Et donc ouais, c'est assez commun en fait, mais pas très bien identifié, je pense. Oui, bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas très, comment dire, en France en tout cas, les émotions sont pas très très connues ni reconnues. Moi, je suis partie d'une génération où, enfin, on m'a pas spécialement appris les émotions quand j'étais petite. Même à la rigueur, les nier, c'était le plus simple, nier leur existence. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, les gens de ma génération qui se retrouvent à être parents, s'ils sont pas intéressés d'eux-mêmes à leurs propres émotions et aux émotions de leurs enfants, c'est très difficile même d'aller déterminer est-ce que c'est de la tristesse ou de la colère, parce que souvent l'une peut passer pour l'autre. Oui, et elles sont parfois même entremêlées. Voilà. Et alors la joie pour les gens finalement, à part rigoler et éventuellement sauter en l'air, il n'y a pas d'autre dans l'esprit commun, il n'y a pas tellement d'autres manières d'aller exprimer sa joie. Et c'est en ça où effectivement ça peut paraître très étonnant. Et finalement, quand on s'intéresse aux émotions, à comment elles nous traversent, comment
comment on peut les reconnaître les unes par rapport aux autres. Il y a un vocabulaire extrêmement riche autour des émotions et des différents comportements que ça cause, tout bêtement. Donc, mais ouais, cette espèce d'analphabétisation émotionnelle qu'on a, je sais pas en Belgique si c'est inscrit de la même manière. Oui, globalement, on est assez similaires. Moi, étant psychologue pour adultes, pour le coup, en tout cas en consultation, je reçois des adultes et je peux te dire que effectivement, les adultes ont beaucoup à apprendre sur les émotions et comme tu le dis très justement, un adulte, enfin voilà, réguler apprendre à un enfant à réguler ses émotions est très difficile pour un adulte qui a du mal à les réguler lui-même. Oui. Forcément. C'est comme apprendre les maths à quelqu'un alors que tu connais rien, quoi. Voilà, ça marche pas. Ça fonctionne. Il y a un moment, c'est compliqué. C'est assez limité, en tout cas. Voilà. Donc clairement, oui, et je me rends compte, moi, en consultation, d'énormément de difficultés chez les adultes à composer avec les émotions. Et je veux dire, même moi, en étant, je veux dire, formée à ça et professionnelle pour accompagner les personnes là-dedans, il y a des fois où j'arrive pas bien à réguler mes émotions non plus, et c'est ok. Hein. Le tout est de pouvoir, de pouvoir s'en rendre compte. Et à nouveau, là, on en revient à l'accès à l'information et à la compréhension des choses. Et comme tu le disais, je pense que ça vient d'arriver à distinguer les différents types d'émotions, mais aussi à les voir de manière imbriquée. C'est rarement, dans une situation donnée, on a rarement une émotion. Je prends toujours l'exemple de la dispute conjugale, t'es rarement juste que en colère, en fait. T'es souvent en colère, déçu, tu peux être triste aussi en même temps, tu peux culpabiliser, voilà. Donc il y a un mélange d'émotions et de sentiments qui vient. Et chez les enfants c'est pareil, donc c'est bien pour eux d'apprendre au départ colère, tristesse, peur, etc. Et puis au fur et à mesure où ils grandissent, moi j'aime bien de leur dire et là tu ressens quoi, 1, 2, 3 émotions, et on voit un petit peu si et souvent ça vient très spontanément, hein, voilà, mon fils m'a dit, je suis un peu triste et un peu en colère. Et donc voilà, il commence à se rendre compte qu'il peut ressentir les deux choses en même temps, en fait. Oui, aucune émotion peut en apporter une autre. Aussi, oui, en cascade, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est hyper riche. C'est là où effectivement, l'alphabétisation émotionnelle, si ça peut commencer par les parents, c'est quand même plus simple. Mais clairement. Pour que les enfants modélisent et puis pour qu'on parle le même langage. Bien sûr, et connaître les stratégies de régulation émotionnelle, pourtant, et c'est très simple, hein, en fait, hein, c'est très basique, il y en a 2. C'est pas ouf, hein. Alors après, dans les 2 techniques, enfin dans les 2 grandes stratégies, il y a plein de techniques possibles. Mais en fait, tu as 2 façons de réguler une émotion. Soit tu la supprimes, alors parfois c'est utile, hein, pour pas mettre un coup de poing à ton patron qui t'énerve. Là, bon, pour le coup, c'est bien de savoir supprimer. Mais par contre, la technique qui montre les meilleures évolutions, les meilleurs comportements et le meilleur degré de bonheur quelque part dans la vie, ça va être la réévaluation cognitive, où on va apprendre à voir les choses différemment pour que l'émotion associée à la situation soit moins forte quelque part, ou plus positive. Dans le jargon, c'est à valence positive. Je sais que c'est pas très. On préfère agréable, désagréable. Bon, ça, c'est tout un débat. Mais disons que apprendre à nous-mêmes déjà apprendre à réévaluer les situations, pour pas rester imbriqué dans se dire c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata, et se dire ok, c'est peut-être pas si tant la cata que ça si je le vois autrement. Et ben apprendre à le faire nous-mêmes, c'est apprendre aussi, ça permet aussi à l'enfant d'apprendre à le faire. Et il y a énormément de bénéfices pour les enfants qui apprennent à le faire. Et les parents sont le premier vecteur d'apprentissage de la régulation émotionnelle. Donc clairement, c'est bien pour les parents de savoir réguler et d'apprendre à leurs enfants à réguler. Avec mon fils, ça m'arrive souvent de lui dire, attends, essaye de respirer et réévalue. Alors souvent il me dit, mais j'y arrive pas, mais je dis, respire,
essaye de réévaluer. Et je lui propose des situations. Et l'autre jour, il voulait pas sortir du tout, il voulait pas aller se promener. J'avais décidé qu'on allait se promener, ça faisait 3 jours qu'on n'était pas sortis, il fallait qu'on sorte. Donc voilà, moi j'avais besoin de sortir, donc je lui dis écoute, on va faire une balade, même 10 minutes, mais il faut qu'on aille marcher un peu dehors. Et il voulait pas, il traînait les pieds et tout, et bon, il se met en colère. Et spontanément, il me dit ah mais si on sort, on va pouvoir aller chercher churros, ou je sais plus ce qu'il voulait. Je dis oui, on peut aller prendre le goûter dehors, on va aller chercher un truc, pas de souci. Et alors là, bouffe, tout content, il va mettre ses chaussures et tout. Et je dis bah tu vois, t'as réévalué. Ouais. Il a changé de prisme, mais tout d'un coup, voilà, et tout d'un en coup, changeant il de dit, ah ouais, perspective, ça lui a permis de voir les choses complètement différemment. Et de réguler de l'émotion. Ouais. Donc, et puis en plus de passer sur quelque chose de positif, parce que tout d'un coup, en fait, il attendait de sortir pour aller chercher son churros à côté du parc, quoi. Exactement. Donc ça, c'est vraiment enfin, c'est génial quand tu vois ça. Et là, je le pointe justement en disant, regarde, là, t'as réussi, t'as réévalué. Ce qui fait que quand il n'y arrive pas, il repense. Et je dis, mais repense à la fois où on est allé le chercher, le churros. Tu sais le faire. Essaye. Et donc voilà. Après, oui, ce qui permet après ouais. Mais il retrouve le chemin en fait qu'il avait déjà fait précédemment. Il essaye de transposer à la situation actuelle, et puis c'est comme ça finalement qu'il réussit, qu'il réussira de mieux en mieux et de plus en plus facilement. Bien sûr. C'est chouette comme super pouvoir. Exactement. Pouvoir voir avec un autre angle. Ben oui. Et surtout quand on réussit à leur inculquer ça au plus jeune âge. T'imagines les adultes qui seront demain. Si nous, on avait pu avoir ça. Je lui souhaite d'être beaucoup plus zen que ce que nous avons été dans notre génération. Ouais. C'est une super stratégie en tout cas. Merci de avec plaisir. Ce partage en particulier. Aller chercher des churros. Exactement, au parc. Voilà. Alors justement, en parlant de ressources ou d'astuces, est-ce que tu aurais d'autres, peut-être une autre astuce à nous partager ou une ressource pour les parents? En termes de ressources, y a le magazine déjà qui est en 100% gratuit, pour faire ma pub, comme ça c'est fait, mais bon, tout est gratuit, donc en soi... Oui, tout ton travail est disponible de manière totalement gratuite. Absolument, donc, tous les articles sont gratuits, donc il y a une boutique sur laquelle on peut soutenir le magazine, mais il n'y a rien d'obligatoire, parce que tout est effectivement mis à disposition gratuitement et en intégralité. Et je suis disponible pour répondre aux questions s'il y en a, évidemment. Alors une autre ressource que moi j'aime beaucoup, c'est ce que fait Papa Positive. Il fait plein d'outils très intéressants pour la gestion des émotions. Et pas que d'ailleurs, il a plein d'outils très chouettes. On en a fait quelques-uns en commun aussi, qui sont aussi en téléchargement gratuit. Il y a des livres jeunesse ici qui arrivent pour la gestion des émotions, aussi dans la maison d'édition, avec un livre justement qui va être un livre-outil, qui va permettre un peu de gérer ces fameuses émotions. Enfin voilà, on met en place pas mal de projets pour le moment à ce niveau-là. Donc en termes de ressources, je pense qu'on a déjà pas mal par ici. mais sinon, ouais, en ressources concrètes du quotidien, essayer de, surtout ne pas voir le mal partout. Essayer de voir, de réévaluer justement la vision qu'on peut avoir de notre enfant et de se dire il me provoque ou il me cherche. C'est vraiment une idée très ancrée dans nos sociétés francophones, en fait. Oui. Un peu de cette opposition, de cette défiance, cet enfant qu'il faut un peu cadrer et dominer, en fait, soumettre. Dominer, ouais, on est sur un rapport de force. Voilà, et je pense que quand on lâche prise sur ce rapport de force et qu'on s'intéresse un peu à démystifier certaines croyances, et ça peut aller de tout, de l'allaitement à la diversification alimentaire, au sommeil, enfin c'est la totale. Combien de parents n'ont pas entendu, mais laisse-le pleurer dans sa chambre, il manipule, quoi. Voilà. Arrête de le porter, tu vas en faire l'assister. Voilà, c'est des trucs, c'est des croyances, des mythes qui se véhiculent de génération en génération, de professionnel en professionnel aussi, et je pense que démystifier ça, c'est important, et c'est pour ça que je me suis attaquée à ça, parce que finalement c'est assez grave en fait de véhiculer ce genre de mythes. Effectivement, c'est très grave, surtout que c'est tout à fait infondé et faux. Oui. La science nous le démontre au quotidien. Oui, bien sûr, que ce soit les neurosciences et autres, pas que.
Et en plus d'être faux scientifiquement, ça va à l'encontre de la réglementation en vigueur. Oui, alors vous en avez une. Nous, en Belgique, on l'a pas encore. Ah, Je dis le comment encore parce ça? que j'ai bon espoir, mais on n'a pas cette fameuse loi de juillet 2019 là. D'accord. Non, donc voilà, j'espère l'avoir arrivé un jour. Mais oui, non, ici on est encore. Alors on est peut-être un peu plus relax hein, sur l'éducation, Ouais. plutôt cool, mais clairement il y a rien de légiféré. Alors après, D'accord. En là où je Belgique, il y trouve a... ça intéressant, c'est que quand je parle de ça, on me dit ouais, mais bon, une loi pour dire aux gens comment éduquer leurs gosses. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est montrer qu'il y a une position politique sur la manière d'aborder l'enfance. Oui. C'est simplement ça. Et sur la C'est-à-dire aux place qu'on parents. laisse à l'enfant aussi. Exactement. C'est-à-dire que C'est tout d'un coup, exactement il ça. devient un être à part entière. Chose Exactement. qu'il n'était pas avant. Il était Bien sûr. juste la propriété des Mhm. parents. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je la vois, cette loi, et pourquoi elle est importante. Mais donc oui, effectivement, ça va chez vous à l'encontre Oui. de la loi. Chez nous, pour le coup, il n'y en a pas. Donc voilà. Bon. J'ai bon espoir, en tout cas, de voir les choses évoluer les prochaines années. Eh ben, écoute, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à notre entretien? Est-ce qu'il t'a manqué quelque chose dans ce qu'on a pu échanger jusque-là? Alors, écoute, non, rien n'a manqué. Par contre, je voulais te remercier. C'était fort, fort agréable. C'était très chouette. J'ai pas mal digressé, je crois, Mais c'est pas grave du tout. mais c'était vraiment très chouette. C'était très agréable. Bah, merci à toi, Marine. J'ai passé un très bon moment également. J'espère que cette deuxième partie d'épisode vous aura conquise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des étoiles et en me laissant des commentaires sur votre plateforme d'écoute habituelle. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, faites preuve de bienveillance envers vous-même. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous accompagner. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.